Aujourd'hui, c'est même pas qu'on est en forme ou pas en forme, ou en forme de triangle ou de losange. Mais, comme tout s'enchaîne, on va faire quelque chose de radicalement différent de ce que je fais en permanence. On va revenir au classique. Et ça sera même pas un classique, ni exactement un romantique. On y va. Bon, je l'ai déjà fait une fois, l'an dernier, rapidement. Prendre comme ça, tranquillou, voilou, mignonnement, un petit sonnet de Baudelaire. L'an dernier, c'était l'ennemi, on l'avait fait avec mes secondes, mais cette année, c'est pas que je passe la troisième, c'est que je n'enseigne plus. Mais je sais pas, ça m'est venu comme ça, c'est un poème, je suis pas sûre de le comprendre, et c'est pour ça justement qu'on va l'évoquer. C'est, c'est la beauté. On est dans les fleurs du mal. Petite lecture, on y va, on débrouille ça ensemble, on débrouille ça ensemble, mais oui, c'est exactement ça, et on va voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est parti. La beauté. Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes, je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Alors c'est beau, désolé pour la notification, j'ai oublié les deux, le téléphone et l'ordi. On est parti. Bon, mais qu'est-ce que c'est? C'est un sonnet. On se rappelle, le sonnet, c'est deux quatrains, deux tercets. C'est habituel le sonnet? Oui, archi traditionnel. Mais on va regarder tout de suite les rimes. Donc on est sur du ABBA, avec un départ en rime féminine. On part ensuite sur du BCCB. Et alors l'étude, hop, on tombe en D, en nasal, E, D. Retour de la nasale E, FF. C'est assez classique, mais c'est pas non plus. On n'est pas dans les schémas où on va avoir des rimes croisées finies, donc on a quand même, avec les deux rimes plates finales, un jeu, finalement, étonnamment, assez figeant. On se rappelle que le sonnet, c'est un petit drame. Alors bon, des petits drames, il y en a plein, hein. Je mets de la crème, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un sonnet, tout le principe d'un sonnet, c'est de mettre en place une exposition, en quelque sorte, si on reprend le vocabulaire du théâtre, une scène initiale, finalement, dans une situation initiale, dans, en général, les deux quatrains, qui peut déjà être une histoire. Et le sonnet, il s'articule du fait d'avoir donc ce huitain, ou ces deux quatrains, qui vont passer au tercet, qui vont être, du point de vue même du rythme, hein, une accélération. Et avec donc des jeux de virtuosité, de variantes ensuite. Et cette accélération, souvent, elle va aller vers un renversement. Renversement entre le quatrain et le tercet, qui prépare le concetto, c'est-à-dire le vers final, qui, si possible, renverse le renversement. Ça, c'est pour la virtuosité la plus traditionnelle, la plus aboutie du sonnet. Et là, ça renverse pas beaucoup, parce que ça ne se meut pas beaucoup, ça tombe bien, c'est le thème du poème. Et c'est pour ça qu'on a des rimes plates, à mon avis, à la fin. Parce que finalement, le renversement va être paradoxal, en ceci qu'il ne renverse pas. On y est. Donc la beauté, on s'attend, alors la beauté c'est vraiment un des grands thèmes lyriques par excellence, mais en général c'est plutôt la dame qui va être belle, ça va être une qualité de la dame, et non pas la qualité elle-même qui va être thématisée dans le poème, comme l'annonce ici le titre, et donc on a bien un titre thématique qui annonce la beauté. C'est pas tout à fait en fait le thème du poème, ce qu'on a c'est plutôt une prosopopée, c'est-à-dire que c'est la beauté qui devient alors un genre de personnification, voire d'allégorie. On a des allégories de la beauté, mais elles ont souvent des noms, comme Vénus, par exemple, alors qui est aussi déesse de l'amour. Et là, en fait, on a une beauté qui s'appelle beauté et qui se détache donc
des modèles amoureux et érotiques. Et effectivement, toute cette beauté va parler, pas d'amour, pas de beauté, pas de femme. De toute façon, quand on parle de femme chez Baudelaire, c'est jamais une bonne nouvelle. Ou rarement une bonne nouvelle. Non, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais on va avoir plutôt, parlant de beauté, et d'une beauté sans amour, on va le voir plus précisément dans le premier quatrain, mais en fait, ça nous parle de la poésie. En fait, c'est un poème sur l'inspiration et sur la beauté comme inspiration du poète. Et c'est là que va résider tout le paradoxe. Parce que finalement, la poésie, c'est du mouvement ou c'est la fixité, la perfection formelle. Alors, une prosopopée, c'est quand on va faire parler un objet, une allégorie, une notion. Voilà. Et effectivement, le premier quatrain démarre par un pronom personnel, sujet de première personne, je. Je suis belle aux mortels, avec une adresse aux mortels. Ce qui nous dit bien que la beauté, elle, n'appartient donc pas aux mortels, elle est au moins immortelle, en tout cas, ça la place vraiment du côté de l'allégorie. Il y a quand même quelque chose qui change entre la beauté, en plus en troisième personne, hein, en titre, donc ça veut dire que finalement, ce qui va chapeauter le titre, le mot final, est donné par le poète, et non pas par la beauté. Puisque c'est le poète qui fait parler la beauté, on y reviendra, je pense. C'est de l'impro total, hein, je sais pas où on va, mais c'est quand même un poème qui m'intrigue beaucoup. On a en tout cas cette affirmation assertive, je suis belle. D'ailleurs, j'ai pas compté si c'est je suis ou je suis, qui ouvre d'emblée sur une essence, ce qui est logique pour une allégorie. Et on a une impression, eh bien, compliquée au niveau de ce qui va être de la valeur du présent. S'agit-il d'un présent de situation, enfin d'énonciation, de là maintenant, ou d'un présent de plus étendu, voire de vérité générale? Eh bien moi je dirais que c'est tout en même temps, puisque justement, la dimension allégorique de cette beauté, elle devient achronologique. Et donc le présent permet de saisir cette atemporalité. Une adresse avec un haut lyrique qui est très poétique, très classique, un peu kitsch aussi, on va pas se mentir. Une exclamation, mais ça nous fait qu'on va avoir déjà trois, 6. Donc on est sur une coupure parfaite, mais qui donne une impression de s'étendre. Alors, hop, coupure à l'hémistiche après mortel, au point d'exclamation. Mais donc le premier hémistiche est parfaitement symétrique. On aurait pu avoir du 2-4. Hein. Donc là, on est en 3, 3, 6. Et on aura ensuite un 3, 9. Où chacun s'est meurtri tour à tour. On va peut-être la relire. Hein. Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. Et donc, là, en fait, on va arriver sur des coupures très régulières. C'est très loin de Hugo. Où, chez Hugo, on va avoir... Alors, on les a, hein, ces jeux de rythme. Je renvoie aux vidéos que j'ai pu faire sur la légende des siècles, hein, notamment celle sur l'ouverture sur d'Ève à Adam, d'Adam à Ève, je sais plus le titre, de la légende des siècles. Mais j'avais bien aimé ce début. Mais là, on a quelque chose qui va arriver, et hop, on va aller vers des balancements qui vont être de plus en plus étendus. Donc, le mouvement du vers, le rythme du vers lui-même va prendre son temps en permanence. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième hémistiche du premier vers? Une comparaison, comme un rêve de pierre. Ça existe ça, les rêves de pierre? Non. Mais en revanche, on va avoir dans l'image du rêve de pierre, donc avec nom et complément du nom, on peut remarquer que les deux substantifs se contredisent. Déjà au niveau de ce qui va être de l'ordre de la matérialité, la pierre, ou de l'immatérialité, le rêve, ce qui peut même avoir une certaine, par connotation, assise temporelle, le rêve sera plus fugace que la pierre, étant immatériel.
Donc cette beauté, c'est déjà une beauté qui est impossible, mais qui peut se figer par l'art. Et on en a des sculptures, par exemple de personnages rêvants, ou visités. Donc la comparaison, elle permet de dire quelque chose de l'ordre de l'indicible, une beauté, en le disant d'une façon elle-même inconcevable. Mais c'est la force de la poésie. La poésie peut dire ce que la poésie ne peut pas exprimer. Et ce rêve de Pierre va d'autant plus susciter l'idée d'une allégorie, parce que la beauté devient en fait une statue, et donc elle-même va se figer et se matérialiser. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. On continue. Donc le sein, bon, la poitrine, donc la beauté, on l'imaginait plutôt féminine, en tout cas on est bien dans les clichés et les images d'époque et poétiques, avec cette fois une relative qui commence par ou, qui va donner aussi cette universelle, qu'on avait, cette universalité que l'on avait avec le présent de vérité, a priori générale. Il va se retrouver donc sur ce présent, donc c'est meurtri, alors c'est je me meurtris, c'est pas ça impersonnel, un accompli. Mais en tout cas, on va le retrouver, et surtout avec le pronom chacun. Chacun, c'est tout le monde, mais pris un par un. Et pris un par un, ça va être intéressant, parce que finalement, c'est chacun à ce moment-là, on ne sait pas encore de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit du poète du troisième vers, mentionné au troisième vers? On a envie d'aller dans cette direction-là. En tout cas, poète, aspirant poète, et tous au-delà de la poésie, mais quand même quelque chose autour, pas exactement de la poésie, ni même des poétesses, mais vraiment des poètes. Et on peut noter dans ce vers l'apparition des nasales, seins chacun, et des liquides, mais des liquides plus gutturales, meurtris tour à tour. Et là, ça fait beaucoup de vers pour un seul hémistiche, ça en fait 4, alors même qu'il n'y en avait aucun dans le précédent. Mais on en avait, Pierre, on a 3 R dans le vers précédent, mais ils sont plus équilibrés. Donc là, en fait, on a presque un déséquilibre, mais qui va mimer une opposition au sein même du vers, entre le sein, donc de cette peut-être statue, allégorie, et quelque chose comme un groupe indéfinissable, peut-être les poètes, avec une recherche de contact, érotique, en tout cas, à la possibilité érotique, puisque le sein est mentionné, mais d'un érotisme qui n'aboutit pas, ou qui n'aboutit que sur la blessure, la meurtrissure. Et cette meurtrissure, elle s'entend à l'oreille, avec une harmonie imitative qui n'est pas très harmonieuse ici. Et donc, en plus, on peut noter finalement comment cette espèce, et mon accoudoir s'est pété, de lutte ou de tentative d'atteindre à l'allégorie passe par la syntaxe de la relative. C'est-à-dire qu'on a ce moment où la beauté se décrit elle-même, mais au sein de cette description, on a ces assauts, et donc des assauts vains, qui sont présentés ici. Alors, meurtri tour à tour, et donc et mon sein est fait pour inspirer au poète un amour. Donc le sein érotique, potentiellement, devient surtout poétique. Et s'il était objet de désir, il devient objet de désir d'écrire. Donc là, on a comme une sublimation du vers 2 au vers 3, qui renouvelle bien sûr la figure de l'inspiration, de la muse inspiratrice. Avec cette idée en plus que finalement il n'y a pas d'agent, c'est-à-dire que la beauté ne s'est pas faite elle-même, mais elle est faite, en tout cas son sein est fait
pour inspirer. Donc elle est complètement utilisée, complètement... elle n'existe que dans une finalité qui est celle de cette inspiration d'amour au poète. Et cet amour, hop, dernier vers du quatrain, éternel et muet, ainsi que la matière. Nouvelle comparaison qui va clôturer le quatrain, et rimer en plus, hein, comme ça pierre et matière riment, ce qui va être particulièrement lourd, alors que tour à tour amour ramène la meurtrissure du côté de l'amour. Mais cet amour, par la clôture du quatrain, il est qualifié, et là on a le changement de vers par le rejet. Est-ce qu'on dirait un rejet ou juste un enjambement ici? Éternel et muet. 6, ainsi que la matière, oui. Éternel et muet, ainsi que la matière. Boum, 6, alors qu'est-ce que ça... Et en plus, le muet qui peut rimer avec inspiré. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça nous fait une rime antinomique. Inspiré, on s'attendrait plutôt à quelque chose qui va parler. Pour la figure de l'inspiration poétique. Mais là, cet amour sera éternel, ce qui est plutôt contradictoire avec l'amour, mais qui va bien avec ces rêves de pierre qui devient de moins en moins onirique et de plus en plus figé. Et le rêve de pierre est finalement l'inconcevabilité du rêve de pierre permettait de dire l'indicible qui était la beauté, puisqu'on ne peut la dire qu'avec une comparaison, mais finalement ici, ce qui devient indicible, c'est en tout cas ce qui se tait, c'est cet amour, ainsi que la matière. Alors là, l'idée que la matière elle parle ou pas, chez Baudelaire, je suis pas super au point, mais vu les correspondances, c'est pas exactement ça, et pour le minéral, je sais pas, mais il me semble que correspondance c'est aussi un sonnet ironique. Et on peut voir d'ailleurs comment on a deux sons R qui se répondent hein, de bout en bout du vers. Donc le 6-6, ça va amener cette espèce de fichement. Donc cet amour est éternel et muet ainsi que la matière. Alors, on peut avoir des images, hein, d'avoir le cœur gros comme une pierre, des choses comme ça, un peu familières. Je pense pas tellement que ce soit de ça qu'il s'agisse ici. Mais plutôt de quelque chose qui finalement va mettre en place une espèce de beauté classique finalement, ou en tout cas ancienne, voire antique, avec des figures d'inspiration antiques qui ne sont plus ou qui n'ont jamais été capables de dire. Et donc cet amour des poètes sera muet ainsi que la matière, mais comme la pierre, aussi lourd finalement. C'est-à-dire que on peut se dire que la beauté, elle est soit extraordinairement belle et on ne peut rien dire, et parce qu'on va en être ébloui, stupéfait, sidéré et muet, soit qu'elle est lourde, comme la pierre des statues, et que l'amour du poète, qui est finalement le véritable amour de ce poète, il n'atteindra pas forcément le ciel idéal, etc. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui parle du modèle poétique traditionnel et qui le brise. Deuxième. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Alors, hop. On peut déjà noter qu'on avait, dans le premier quatrain, aux initiales, J, E, 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 je ne les ai pas comptés, et là on a 2 J, 3 J, 1 E. Donc ça c'est quand même, je trouve que c'est pas inintéressant au niveau strophique de voir du je, alors je sais pas jusqu'où il faut aller sur ces interprétations, mais en tout cas, ça peut entrer dans le cadre d'une interprétation qui mettrait en avant le retour du pronom personnel de première personne en début de strophe, qui va répéter, hein. Pas non plus comme une anaphore, hein. Une anaphore c'est plus marqué que ça, mais il y a un effet comme ça de répétition et de structuration qui met en jeu les mêmes valeurs de présent, hein. Je trône, j'unis, je hais,
où en fait on est dans une situation d'énonciation qui est celle de l'éternité. Ici, le verbe qui pourrait être un verbe presque c'est pas un verbe d'action, c'est un verbe de position, je trône, congrue avec l'idée statuaire précédente. Et on peut noter, de toute façon, dans l'ensemble de cette strophe, des signes vers des motifs topiques, des topoi, des clichés en fait, d'une poésie habituelle, c'est-à-dire l'azur, les, euh, les métaphores, notamment avec la blancheur, la neige, et éventuellement l'énigme de l'amour avec l'image antique du sphinx, voire de la sphinx. Donc là, on peut vraiment avoir l'impression d'une statue qui n'est même pas représentée en mouvement ou debout, mais qui serait directement assise. Alors, il y a peut-être un intertexte antique là que je rate, que je n'ai pas, mais déjà, enfin plus précis je veux dire, mais on imagine une femme assise dont le portrait va être paradoxalement de plus en plus resserré, et il devrait être de plus en plus précis, et en même temps de plus en plus impossible. On continue. Alors, donc je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Donc ça, il y en a même quelque chose d'un peu cliché, parce que le sphinx c'est la figure de l'énigme, on l'a revu avec Anne Garretta il n'y a pas longtemps. Donc, que le sphinx soit incompris, on est proche du pléonasme. Avec peut-être aussi l'idée de quelque chose qui ne serait pas pris si on veut continuer à casser l'érotique comme la première strophe y invitait déjà. Et finalement, les images topiques du signe de la neige qui parlent généralement de la gorge, donc c'est-à-dire du cou et du décolleté, ici vont être déplacées, légèrement déplacées, ça va évidemment tout changer, parce qu'on va bien avoir le motif de la blancheur des signes, et avec peut-être là aussi un jeu sur des signes qui feraient signe finalement vers rien, puisque là en fait il s'agit des animaux. Et en même temps, ce n'est pas la gorge qui est de neige, mais le cœur. Et là, ça déplace les images topiques habituelles de la blancheur, toujours sur la zone de la poitrine, mais avec un sens beaucoup plus métaphorique et donc glacé, c'est-à-dire que le portrait physique devient aussi un portrait moral, qui n'est pas très avenant, et on voit bien comment finalement chacun s'est meurtri tour à tour, bah oui, en plus il fait un peu froid quoi, ça caille. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Hop, retour du jeu, c'est le troisième pronom personnel de première personne, et le deuxième qui n'est pas sous une formelle idée. Mais c'est aussi le premier sentiment. Alors, au préalable, Junie, la seule union qu'il y avait, elle était entre quelque chose de l'ordre du corps et de l'esprit, mais non pas une union entre le chacun et la beauté. Ça, c'était une union qui ne fonctionnait pas, et qui, avec cette froideur, est présentée comme stérile. Et là, on va avoir un sentiment plutôt négatif, la haine, le mouvement qui déplace les lignes. Et donc finalement, donc ces lignes, quelles sont-elles ? Plutôt de l'ordre du dessin. Mais évidemment, comme on est... Alors, ça va bien fonctionner avec trôner, avec la pierre, la matière qu'on avait. Tout est là. Et cette haine du mouvement, elle dessine le portrait d'une beauté, pour autant qu'on puisse dessiner le portrait de la beauté. D'une beauté qui n'est peut-être pas morte, mais qui au moins n'est pas vivante, faute de mouvement. Et donc qui se dit dans des vers à la structure plutôt classique, voire pesante, mimétique de ce mouvement. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris, si ça on entend là, j'ai pas besoin de compter sur mes doigts quand même. Avec le retour du son je, qui est des présents de vérité générale, de la conjonction de coordination, parallélisme parfait, avec bien sûr un donc balancement rythmique, mais aussi des antonymes, rire et pleurer.
qui vont là être vraiment dans le jamais, on est là, on apprend de vérité générale pure. Donc on avait tout un flottement entre énonciation, autodescription et portrait plus général. Là maintenant on sait que l'énonciation c'est une vérité générale, ce qui est logique, puisqu'on fait le portrait de quelque chose qui ne bouge pas. La double corrélation, alors commençons d'abord le et en début de phrase, c'est quelque chose qui a très souvent des connotations vétérotestamentaires. Et le Seigneur a dit, ta, 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 parce que ça correspond à la particule que je crois qu'on appelle as, si mes souvenirs sont bons, en hébreu biblique. C'est une espèce de copule de liaison, enfin une copule fait de liaison de toute façon, mais de particules comme ça qui s'ajoutent et qui est souvent traduite en français moderne par et. Mais bon, il y a de bien meilleurs biblistes que moi. Et en fait, c'est le moment où il y aurait justement pu avoir mouvement, c'est-à-dire que le mouvement, ou en tout cas les états, ne sont évoqués que pour être niés dans leurs extrêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait que la négation des extrêmes. On comprend bien que c'est la négation de tout mouvement qui apparaît et que rien ne fera bouger cette statue impassible. Tercé. Renversement, les poètes. Les poètes, devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Et donc on va rester là pour commencer sur ce premier tercé. Bon, les poètes ne parlent pas du poète, c'est beaucoup plus large, parce que le jeu ici n'est pas le jeu lyrique, on le voit bien. Donc, la dissociation du jeu lyrique et des poètes parle bien sûr de l'inspiration. Et là, on a le retour d'un 3-9, comme au premier vers, qui donc montre ce renversement. Et cette fois, en fait, le mouvement il se fait inverse, c'est-à-dire qu'on part des poètes et on va inclure la beauté à l'intérieur. Mais cela dit, on part des poètes, mais ça reste la dame, enfin la beauté qui prend le plus de place. Et elle prend le plus de place, mais en même temps, elle est tellement là qu'elle n'a même pas de verbe principal. Elle n'est que dans les subordonnés, d'un point de vue syntaxique. C'est ça qui va faire le déplacement du regard, aussi. Qui c'est qui est dans la phrase principale, qui c'est qui est en subordonné. Alors, devant mes grandes attitudes, alors bon, ben là, on a l'air altier qui est décrit, évidemment, qui rappelle l'expression avoir de grands airs. D'ailleurs, moi, c'est marrant parce que je l'imagine immense, mais en fait, rien ne l'indique à part ça. Parce que là, normalement, grandes attitudes, ça devrait être plutôt quelque chose de l'ordre de l'air, et qui va en fait souvent avec l'impassibilité. Oh, ça, vous l'aurez remarqué, quand une femme ne sourit pas, on pense qu'elle fait la gueule, parce que le sourire est tellement attendu des femmes qu'on ne le soupçonne pas. Enfin, qu'une absence de sourire est déjà ne peut pas être neutre, finalement. Que j'ai l'air d'emprunter au plus fier monument. Alors, emprunter, on a en plus cette idée d'un air emprunté qui vient. Fier, c'est aussi un mot très altier. Donc ça, ce sont des mots qui sont connotés péjorativement. Du côté de l'orgueil. On n'est pas ici de l'ordre dans l'amorce d'une amartia, d'une tragédie et d'une faute de cette beauté-là. Ça va dessiner encore l'allégorie du départ. Et cette allégorie, elle est renforcée par le fait que les poètes sont pluriels quand la beauté est une, comme les idées. Donc elle n'est pas réalisée en une femme qui pourrait pleurer, rire, ne serait pas forcément altière et qui aimerait bien le mouvement. Que j'ai l'air d'emprunter au plus fier monument, on voit toujours le retour des R qui vont avoir cette dimension rocailleuse et donc pierreuse finalement. Consumeront leurs jours en d'austères études. Donc les poètes consumeront leurs jours, hop, ils reviennent. Et non, finalement, syntaxiquement, ils encerclent la dame, qui n'apparaît que dans des groupes insérés. Mais ici, on a quelque chose qui change, c'est le temps du verbe. On passe à un futur.
Alors c'est un futur, c'est ce futur à valeur de vérité générale sur le à quoi bon finalement. Ils vont pas y arriver. Voilà. Mais ce futur, il ouvre le dernier tercet et il ouvre un mouvement, bien sûr, de la beauté à surtout la poésie. Et attitude rime avec étude. Donc là, l'opposition, elle passe aussi. Voilà. Qu'est-ce qui va rimer avec quoi? Et ça rime en opposition, comme monument va rimer avec amant, dernier tercet. Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Alors hop, le tercet va finalement donner l'explication de ce futur étonnant, avec la conjonction de coordination car qui ouvre. Donc on avait du jeu les poètes, et elle va revenir. Alors, pour fasciner ces dociles amants, on va noter, fasciner c'est un verbe avec une étymologie un peu complexe, un peu rigolote, parce que l'étymologie lointaine de fasciner serait le phallus, le pénis. Bon, moi j'ai appris ça en cours, je sais pas à quel point c'est vrai, j'y étais pas. Ça serait une étymologie déjà étymologique dans l'Antiquité, en fait, et déjà amusante dans l'Antiquité. Et à partir de là, en fait, ce qui est intéressant, ça va être le déplacement du pouvoir phallique. Symbolique, évidemment, mais la fascination, de toute façon, ça va être quelque chose que nous, on comprend mieux en vocabulaire actuel par la sidération. Donc le fait de soi-même figé. Et ça c'est intéressant puisqu'il s'agit d'une statue. Là ça devient de plus en plus clair. Ou de quelque chose qui s'approche, si on veut décrire, d'une statue. Donc ces dociles amants, ça va reprendre les poètes. Et donc ça va donner en fait pour action, donc ils deviennent objet de fasciner. L'action finalement de la beauté va être la fascination. Son action, c'est de fasciner ses amants, et ses amants sont donc serviles. La servilité, c'est jamais très positif chez Baudelaire. Et hop, on va vers le renversement du renversement final. Finalement, ce qui va fasciner ces dociles amants est d'abord décrit dans le vers 13, puis désigné, nommé, même renommé, dans le vers 14, dans le concetto. Donc de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Donc les yeux ici sont... On ne le comprend pas encore, mais Baudelaire reprend la métaphore topique des yeux comme miroir de l'âme, mais il ne s'agit pas ici de l'âme de la beauté. On ne parle pas de la beauté en fait, puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. Elle ne hait ni ne rit, mais les yeux vont être véritablement des miroirs vers l'extérieur, ils font toutes choses plus belles. Ce qui ressemble à une tautologie, la beauté rend les choses belles. Dit comme ça, c'est vraiment pas intéressant. Mais ce que l'on a déjà, c'est donc cette image du miroir qui va fasciner. Ça, c'est l'image de Méduse, c'est les images de Gorgone. Donc de femmes particulièrement fortes, mais dont l'attrait érotique est absolument brisé. Il n'y en a pas. En tout cas, pas pour les dociles amants. Enfin, les dociles amants vont vouloir, mais il y a quelque chose qui est brisé dans cette fascination érotique au niveau du poème, et qui, dans le même temps, me semble-t-il, va faire obstacle en fait, parce que ceux qui... alors la méduse, elle, c'est son regard qui foudroie, mais c'est le miroir qui va la foudroyer en retour. Donc là, on a une espèce de figure concassée, si je puis dire, qui va inclure tous ces mouvements, paradoxalement, parce que elle nous renvoie, si les amants sont fascinés en voyant dans les yeux de cette statue allégorie, c'est eux qu'ils voient. Donc elle renvoie aussi les poètes à des figures de Narcisse, directement. Et donc on a finalement que deux éléments corporels, mon sein, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles.
Bon, bah, les yeux clairs, si ce sont des miroirs, c'est assez logique. On peut noter les rimes en L, hein. Belle, éternelle, qui ne parle plus de la beauté, et qui, finalement, la beauté fonctionnerait parce qu'elle renvoie la beauté de toute chose. Et donc, elle fascinerait des poètes comme dociles amants, sans rien faire d'autre qu'être là. Un sonnet positif? Je ne crois pas. Et donc, amant va rimer ici avec monument, donc c'est une autre rime en parantonyme. Antinomique, ouais. Et moi, je pense qu'il s'agit ici d'un portrait particulièrement déplaisant de la beauté et de ce que peut être la beauté. D'abord parce que cette beauté est une chose morte, mais parce que finalement, la beauté comme chose, peut-être pas morte, mais surtout pas vivante, pétrifiée et pétrifiante, ne parle qu'aux dociles amants, qu'aux poètes qui font d'austères études, qui reprennent le vieux fond en cherchant la beauté, la vieille beauté des fiers monuments. Bon, et dans les fleurs du mal, hein, le contexte aide quand même pas mal. La beauté, elle n'est pas là, ou en tout cas, elle n'est plus là. Probablement qu'elle n'y a jamais été dans l'optique baudelairienne. Elle va se situer plutôt, justement, dans le mouvement et dans les lignes. C'est-à-dire avec tout ce paradoxe que cette beauté impossible à dire ou qui ferait une poésie morte, elle commence à se redire quand le jeu lyrique, absent formellement du poème, mais en tout cas quand le poète fait le poème, décrivant cette beauté, il l'enserre, et puis on a belle éternelle en diagonale de tout le sonnet, il va l'enserrer et lui-même montrer ses mouvements qui bougent les lignes au niveau de la césure des vers. Le dernier, les deux derniers, 2 purs miroirs, 4, 8 et 3, 9. Donc on a l'impression que ça va s'étendre, et en même temps, cette façon de s'étendre va aussi être un mouvement, parce que il ne s'agit plus d'aller chercher dans le regard ou dans le miroir de la beauté, miroir qui finalement renvoie aussi à soi, et une image favorable de soi, mais d'aller chercher d'autres laideurs, en dehors de la beauté, des bizarreries, des étrangetés, par exemple, plutôt dans les vitres que dans les miroirs finalement, pour retourner à d'autres sources d'inspiration. Et là, moi, il me semble qu'ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment un poème qui refuse les inspirations antiques, mais en ramenant tout à l'antique. Tout est ringard. C'est le poème des soldes, finalement. Je vous dis à bientôt.